There's somebody going crazy shooting people here. There he is. He's over there. I can't believe it. There were many injured. There was two little babies killed, shot. There have been many witnesses who have given very graphic description of you being responsible for killing those people. It's sad, isn't it? It's horrendous. See, if people didn't do these unfortunate things, you guys wouldn't have a job. Martin Bryant, 28 ans, sourire d'enfant et regard vide, vient de commettre la pire tuerie de masse de l'histoire moderne australienne. Un dimanche d'avril 1996, en Tasmanie, il tue 35 personnes en moins de 24 heures. Des familles entières fauchées en quelques secondes. Des parents se jetant sur leurs enfants pour les protéger en vain. Des fillettes de 3 et 6 ans abattues alors qu'elles fuyaient avec leur mère. Ce jour-là, Port Arthur, un site touristique habituellement paisible, a été transformé en véritable charnier par un homme qui se demandera plus tard pourquoi il ne peut pas sortir de prison après quelques mois pour ce qu'il a fait. Mais ce qui est peut-être le plus troublant, c'est que peu de temps avant cette tuerie, 2 personnes proches de Martin sont mortes dans des circonstances mystérieuses. Alors, s'agissait-il d'une simple coïncidence ? Et comment un homme avec le QI d'un enfant de 11 ans a-t-il bien pu commettre un tel massacre ? Dans ce nouvel épisode de HVI, je vous raconte tous les détails d'une fusillade tellement choquante qu'elle a permis à elle seule de changer la législation australienne. Générique. Je ne parle pas en connaissance de cause, mais même d'un point de vue extérieur, ça paraît parfois assez évident, et je pense que ceux d'entre vous qui sont déjà parents seront probablement d'accord avec moi. Il existe des enfants beaucoup plus difficiles à gérer que d'autres. Tout comme c'est le cas chez les adultes, chacun a son caractère, mais aussi ses propres problèmes qui sont susceptibles d'impacter considérablement la vie quotidienne de toute leur famille. C'est le cas de Martin Bryant, un enfant résidant à Hobart, ville capitale de la Tasmanie, un état insulaire australien, qui est en décalage avec les autres depuis son plus jeune âge. Très tôt, au cours de sa scolarité, ses enseignants rapportent qu'il a des difficultés à apprendre ou même à suivre des consignes simples, et socialement, ça n'est pas mieux parce qu'il ne parvient pas à se faire des amis. Ses camarades de classe, souvent cruels dans leur insouciance, se moquent de lui ou, au mieux, l'ignorent complètement. Martin manifeste des comportements assez imprévisibles. Il peut sembler calme et sans prévenir, exploser dans des crises de colère, durant lesquelles il casse régulièrement ses jouets. Son attitude inquiète les adultes, mais leur réponse est souvent inadéquate. Certains pensent qu'il le fait exprès, d'autres qu'il finira simplement par se calmer avec l'âge, ce qui n'est ni plus ni moins qu'un raccourci erroné. En 1979, à l'âge de 12 ans, l'adolescent doit être hospitalisé pendant plus d'une semaine dans une unité qui traite des brûlés parce qu'il s'est blessé avec des pétards et pour une raison qui m'est inconnue. Cet accident attire l'attention d'une chaîne de télé locale. Going up to the bedroom and I wanted to see, I had this light and I had this coloured skyrocket and I wanted to see if the wick went quick, so I lit it and it made a hole through my jeans. Do you think you'll be playing with firecrackers anymore? Yes. Don't you think you've learned a lesson from this? Yes, but I'm still playing with it. C'est dans une position qui traduit son détachement par rapport à la situation que Martin répond nonchalamment aux questions de la journaliste. Un comportement, une fois de plus, assez étrange qui ne va pas s'arranger avec le temps. À mesure qu'il grandit, la solitude de Martin devient un élément central de sa vie et il commence à prendre goût à des activités qui, en plus d'être anormales, sont franchement malsaines. Il torture des animaux et il fait en sorte d'énerver les gens ou de leur faire peur juste parce qu'il aime observer leurs réactions. En grandissant, c'est à sa petite sœur Lindy et aux amis de cette dernière qu'il s'en prend, comme en témoigne sa mère Caroline. He'd just shout at them and tell them not to ring anymore. And abuse them if they came there to the house. Did you have any sense of foreboding that this kind of behaviour could get worse?
Not until the psychiatrist told us. They said he would never ever be able to hold a position down, simply because he would aggravate people to such an extent that he'd always be in trouble. Des mots assez forts de la part d'un médecin qui trahissent l'existence de problèmes psychologiques lourds chez Martin. Des problèmes qui ne sont, en tout cas, pas les conséquences de maltraitance. En effet, il a toujours bénéficié d'un cadre familial stable. Il a même eu une jeunesse qu'on peut qualifier d'agréable, vu qu'il a des parents qui essayent toujours de l'aider, même s'ils n'arrivent pas à le comprendre. La famille réside dans une jolie maison de banlieue, dans laquelle Martin trouve un refuge, notamment auprès de son père, Maurice. Cet homme travailleur et aimant fait de son mieux pour pallier à l'évident mal-être de son fils en multipliant les activités extérieures en sa compagnie, quand sa mère, Caroline, fait plutôt l'inverse. Son incapacité manifeste à gérer les besoins spécifiques de Martin la frustre énormément et la pousse à garder ses distances. Un diagnostic précis n'a pas été posé à l'époque, mais il sera plus tard révélé qu'il souffre d'une déficience intellectuelle et de troubles du spectre autistique. Ces soucis étant alors encore largement méconnus et surtout très stigmatisés, les ressources pour aider ceux qui en présentent les symptômes sont rares et les initiatives pour les intégrer dans la société quasi inexistantes. Martin met les nerfs de ses parents démunis à rude épreuve et le climat familial se dégrade progressivement. Maurice, bien qu'il tente de garder le contrôle, montre des signes d'épuisement quand Caroline se renferme, ne sachant plus du tout comment réagir. Leur fils, lui, s'éloigne de plus en plus du reste du monde. Il passe des heures seul, perdu dans ses pensées, semblant parfois totalement déconnecté avec la réalité. Il est finalement déscolarisé à l'âge de 16 ans, ses notes étant catastrophiques, tout comme son attitude, qui lui a d'ailleurs déjà valu une exclusion. En sortant de l'école, Martin ne sait ni lire ni écrire correctement et les perspectives professionnelles qui s'offrent à lui sont assez réduites pour qu'on lui octroie une pension d'invalidité. Le psychiatre qui a évalué cette demande n'a du reste pas mâché ses mots, affirmant sans prendre de pincettes que seuls les parents de Martin empêchaient une dégradation de sa situation et qu'il fallait se préparer à un avenir sombre avec lui. Difficile de faire plus clair et surtout, vous allez le voir, plus visionnaire. Dans ce genre de cas, le passage à l'âge adulte de la personne concernée représente parfois un défi de taille. Parce que même si elle n'a pas les capacités intellectuelles nécessaires pour pouvoir raisonner de façon logique ou se comporter correctement en société, elle devient responsable d'elle-même et peut faire ses propres choix. Pour Martin, ces conséquences vont s'avérer bien pires que prévu parce que celui qui n'est encore qu'un adolescent troublé va faire une rencontre qui va bouleverser sa vie et, indirectement, celle de nombreuses autres personnes. Martin Bryant était un enfant solitaire et ça ne change pas quand il devient adulte. En dehors de ses parents et de sa sœur, il n'a pour ainsi dire aucune fréquentation, mais contre toute attente, alors qu'il atteint l'âge de 19 ans, la donne change et son existence prend une tournure inattendue. À ce moment-là, le jeune homme travaille à l'occasion en tant que jardinier et alors qu'il est à la recherche de nouveaux clients, il fait la connaissance d'Helen Mary Elizabeth Harvey, une riche résidente des environs. Cette femme âgée de 54 ans a hérité d'une fortune considérable après le décès de son père, qui était le directeur général de l'entreprise Tattersall, une loterie très lucrative en Australie. Cela dit, Helen est à l'opposé total des clichés de la personne aisée telle qu'on se l'imagine. Elle vit avec sa mère Ilsa dans un manoir situé à Newtown, une ville en banlieue de Hobart. Une belle demeure qui tombe pourtant en décrépitude parce qu'en dépit de sa richesse, Helen mène une existence marginale. Elle est excentrique, isolée et dépense son argent essentiellement pour prendre soin de ses très nombreux animaux. Et quand je vous dis très nombreux, ce n'est pas une expression parce que 14 chiens vivent dans la maison, en plus des 40 chats installés dans le garage. Il y a aussi des oiseaux et même un cochon, bref, c'est une vraie ménagerie. Au départ, Martin se rend chez elle pour tondre la pelouse, puis, de fil en aiguille, Helen le charge de plusieurs autres tâches, et notamment de l'aider à s'occuper de ses animaux. L'héritière n'a jamais travaillé ni été mariée, elle n'a pas non plus d'enfants, et les gens ont toujours eu à son égard la même attitude que celle qu'ils ont envers son nouvel employé. Elle ne connaît donc que trop bien la méfiance, le mépris et la solitude liée au fait d'être différent. Martin et Helen se comprennent et leurs points communs les rapprochent au point qu'ils se lient d'une intense amitié. En 1990, un signalement anonyme provoque le placement d'Ilsa, qui souffre d'une fracture de la hanche, dans une maison de soins où elle décède quelques semaines plus tard. Après ça, le manoir fait l'objet d'une ordonnance de nettoyage obligatoire
Les animaux d'Hélène lui sont alors retirés et cette situation, déjà inattendue, en provoque une autre qui l'est encore plus. Suite à tout ça, Martin décide de prendre un nouveau départ. Il quitte la maison de ses parents pour emménager chez son ami et ils entament une vie insouciante faite de dépenses astronomiques. Ils déjeunent tous les jours au restaurant avant de partir faire les magasins jusqu'au soir et font même l'acquisition de plus de 30 voitures en moins de 3 ans. Un laps de temps durant lequel la santé mentale de Martin n'évolue pas de façon positive, bien au contraire. Le psychiatre qui l'examine dans le cadre de la procédure de renouvellement de sa pension d'invalidité tire la sonnette d'alarme, tout comme le premier qui l'avait vu. Le médecin note clairement que Martin se montre parfois menaçant à l'égard de son père et qu'il serait dangereux de le laisser en roue libre en dehors de tout contrôle parental, des observations dont la véracité ne tarde pas à être prouvée. Le jeune homme exprime rapidement son envie de tirer sur des gens, pour le citer, et il profite d'ailleurs d'un changement de décor pour passer tranquillement à l'acte. Quand Hélène fait l'achat d'une ferme dans la petite municipalité de Coping, Martin s'y installe avec elle et là-bas, il tire régulièrement avec un pistolet à air comprimé sur les touristes de passage, mais aussi sur les chiens du voisinage qui aboient toute la nuit. Bon, en vrai, même si j'adore les chiens, j'en ai 2, sur ce dernier point, je dois bien avouer que je peux le comprendre et que peut-être ça m'a déjà traversé l'esprit aussi. Sans surprise, ses voisins ne veulent pas lui adresser la parole, certains ont même peur de lui au point de prendre des mesures radicales. We went out along the driveway. Martin was behind us. We didn't know that he was there until he was speaking. He said, "Don't ever come here again or I'll shoot you." Don't ever come here again or I'll shoot shoot you. Yeah. Did you feel more comfortable having your guns with this bloke living next door to you? I went out and bought a gun that knew would equal whatever he had. Malgré tout, et c'est là qu'on se rend compte à quel point il est déconnecté de la réalité, Martin ne comprend absolument pas pourquoi tout le monde l'évite dans les environs. Le 20 octobre 1992, sa vie change à nouveau de façon radicale parce qu'Hélène se tue dans un accident de voiture à l'âge de 59 ans. À ce moment-là, Martin est avec elle côté passager, il est grièvement blessé, mais après une hospitalisation longue de 7 mois, il est remis sur pied, un laps de temps durant lequel il fait aussi l'objet d'une brève enquête. Il s'avère que le jeune homme était connu pour se jeter régulièrement sur le volant pendant qu'Hélène conduisait, à la manière d'un enfant qui s'amuse, une fâcheuse habitude qui aurait déjà valu 3 accidents à cette dernière. Cette dangereuse attitude l'avait même obligé à prendre l'habitude de ne jamais dépasser les 60 km/h quand Martin était en voiture avec elle. Cette mesure de précaution l'avait jusque-là préservé du pire, avant qu'un nouvel accident de la route ne cause son décès. Il est donc facile de comprendre pourquoi la police a voulu s'assurer que son passager n'y était pour rien. Une fin qu'elle avait, à sa façon, peut-être vue venir, étant donné qu'elle avait une fois dit à un de ses voisins qu'un jour, ce petit bâtard allait la tuer, pour reprendre ses mots à elle. L'enquête menée n'a pas permis de déterminer que Martin était responsable de la mort d'Hélène, même si beaucoup de gens ont l'air de penser encore aujourd'hui que c'est probablement le cas. Quoi qu'il en soit, il a perdu sa seule amie, mais elle ne l'a pas laissé sans rien parce qu'il a hérité de tous ses biens qui ont une valeur totale supérieure à 550 000 $ australiens. Des actifs qui y sont, pour l'essentiel, gérés par des organismes publics parce que Caroline a demandé la mise sous tutelle de Martin. Une requête compréhensible quand on sait que ce dernier n'a pas les capacités intellectuelles nécessaires pour pouvoir gérer sa nouvelle fortune de façon autonome. Après la mort d'Hélène, Maurice, son père, tient d'ailleurs à venir s'installer avec Martin à la ferme pour pouvoir garder un œil sur lui, sûrement de peur qu'il ne dérape sérieusement. 10 mois après, l'homme est mort. Le 16 août 1993, son corps est repêché dans l'un des 4 barrages présents sur la propriété de son fils, à Coping. L'homme de 60 ans avait une ceinture de plongée lestée autour du cou et 2 mois auparavant, il avait discrètement demandé à ce que le conjoint qu'il partageait avec sa femme soit mis au seul nom de cette dernière. De plus, il était sous traitement antidépresseur depuis un moment. Pour toutes ces raisons, les autorités concluent que Maurice a simplement décidé de mettre fin à ses jours sans aucune intervention extérieure. Bon, je veux pas dire, mais le fait que 2 des proches de Martin décèdent à seulement 10 mois d'écart, c'est quand même un petit peu étrange, notamment parce que si on en croit ses voisins, après la mort de son père, il a fait comme si rien ne s'était passé. Toujours est-il que suite à ça, Martin hérite d'une importante somme d'argent pour la seconde fois. Il récupère les fonds de pension du défunt sous la forme d'un versement qui avoisine les 250 000 $ australiens. Malgré tout, aucune fortune ne peut remplacer ce qu'il a perdu.
Maurice et Helen étaient les seules personnes réellement proches de lui, alors après leur mort, Martin se sent désespérément seul et il se retrouve surtout totalement hors de contrôle. Il retourne vivre au manoir, adopte un style vestimentaire des plus excentriques qui lui vaut des moqueries quasi systématiques dès qu'il sort en ville, et de 1993 à 1995, il part à l'étranger 14 fois. Au départ, il le fait en grande partie parce qu'il peut facilement parler aux passagers des avions à bord desquels il monte, mais la raison de ses départs finit par évoluer parce qu'il rencontre Mary, une adolescente de 16 ans, avec qui il se met en couple. Ils font quelques voyages ensemble, mais au bout de 8 mois, leur relation prend fin. Sans parler de leur différence d'âge de 11 ans, Mary refuse d'épouser Martin parce qu'elle le trouve trop limité intellectuellement. Elle préfère donc le quitter. Une rupture qui, forcément, ne fait que précipiter la détresse psychologique du concerné. À nouveau complètement isolé dans son manoir, il commence à consommer de l'alcool en excès. Ses pensées noires le rendent plus amer que jamais. Il croit que les gens sont tous contre lui et il en vient finalement à se dire que le mieux à faire pour lui serait sûrement, comme l'a fait son père auparavant, de mettre fin à ses jours. C'est ainsi qu'au début de l'année 1996, un sombre plan germe dans sa tête parce que s'il prévoit effectivement de partir, il n'a en revanche pas l'intention de partir tout seul. C'est le 28 avril 1996 que Martin décide de passer à l'acte. Ce jour-là, il parcourt les 90 km qui séparent son manoir de Newtown de la maison d'hôte Seascape Cottage, située juste à côté de la ville de Port Arthur. S'il a souhaité poser ses valises là-bas, ça n'est pas un hasard. C'est parce que la propriété appartient à David et Noéline Martin, 72 et 69 ans, des gens envers qui il éprouve un fort ressentiment. Il tient le couple en partie responsable du décès de son père parce qu'il l'avait devancé quand il avait lui aussi voulu acheter la maison d'hôte. Et après ça, ils avaient refusé de vendre un autre de leurs biens à Maurice. Des actes manqués qui, selon son fils, auraient fortement contribué à le faire basculer dans la dépression, celle-là même qui a mené plus tard à sa mort. Dans son sac de voyage, Martin n'a ni vêtements ni trousse de toilette. Tout ce qu'il a pris avec lui, ce sont 2 fusils, un Colt AR-15 et un L1A1 Self-Loading Rifle, 2 armes qu'il a achetées en toute légalité. En fin de matinée, l'homme de 28 ans abat les propriétaires du Seascape Cottage, puis il abandonne les corps dans la maison, vole les clés des lieux et verrouille toutes les portes. Il reprend ensuite la route au volant de sa Volvo 244 jaune, avec son sac qui compte à présent plus d'armes vu qu'il a dérobé celles de ses premières victimes. En se dirigeant vers Port Arthur, il s'arrête plusieurs fois pour parler à des gens comme si de rien n'était, et vers 13h10, il paie l'entrée pour pouvoir accéder au site historique de la ville. Port Arthur était l'un des principaux centres de transport et de détention des prisonniers britanniques au XIXe siècle, et c'est une ville aujourd'hui classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est donc un endroit très touristique, profondément ancré dans l'histoire coloniale australienne. Martin débarque sur les lieux un dimanche, et forcément, il y a pas mal de monde. Quelques 500 visiteurs sont présents éparpillés un petit peu partout. Dans un premier temps, l'homme s'achète quelque chose à manger au Broad Arrow Café et se pose sur le pont à l'extérieur pour déjeuner. Là encore, il entame quelques discussions banales sans attirer l'attention et même s'il semble parfois nerveux, le grand sac qu'il transporte passe totalement inaperçu, y compris auprès des services de sécurité. Après avoir terminé son repas, Martin revient au café. C'est une salle ouverte connectée à une boutique de souvenirs dans laquelle les visiteurs peuvent se restaurer. Quand il entre et s'assoit, beaucoup de gens attendent à l'intérieur l'arrivée du prochain ferry. Une occasion en or pour Martin qui sort son AR-15 du sac dans lequel il était caché et commence à ouvrir le feu. On a une idée assez précise de la façon dont cette effroyable scène s'est déroulée, tout simplement parce qu'il l'a dessinée. Comme on peut le voir sur son dessin, Martin est assis là, et il commence par tuer les 2 personnes qui occupaient la table juste à côté de la sienne, Mo Yi Ing et Su Leng Sheng, des touristes malaisiens de 48 et 32 ans. Après ça, le tireur enchaîne les rafales alors que la panique s'empare des clients comme du personnel du café. À cet endroit, Martin tue 3 personnes à une table, 3 à une autre, puis avance de seulement quelques pas et abat encore 6 personnes de plus. Parmi les gens pris pour cible par Martin à ce moment-là, il y a Joanne, la femme de Jason Winter, un vigneron néo-zélandais de 28 ans.
L'homme est également accompagné de leur fils de 15 mois et de son beau-père, et pour tenter de protéger les siens, Jason jette un plateau sur le tireur. Son acte des plus courageux laisse le temps à son beau-père de pousser Joanne et leurs enfants au sol, et tous les trois parviennent à se cacher sous une table. Malheureusement, le père de famille, lui, n'en réchappe pas. Et si tragique que ça puisse être, ce qui est arrivé à Caroline Lawton est pire encore. Cette femme déjeune avec un ami et Sarah, sa fille de 15 ans, quand les balles commencent à siffler dans le café. Caroline se jette sur l'adolescente pour faire bouclier de son corps, mais si elle est touchée au niveau du dos et a le tympan perforé, elle survit. Seulement, ce n'est que pour constater avec horreur que Sarah, elle, ne respire plus. Elle a pris une balle dans la tête qui ne lui a laissé aucune chance. Martin ouvre le feu de manière méthodique, à courte distance, et n'hésite pas à tirer plusieurs fois pour s'assurer que ses victimes sont bien mortes. He shot a lot of people trying to run away. He shot a lot of people that was just sitting at tables. We were fortunate he didn't shoot us. He shot people around us, beside us. They were still laying, still on the floor, so it was just fate. So it went in one side and across through my right leg into my left. And yeah, it was pretty painful. It felt like somebody had put a star picket through my leg. Avant de quitter le bâtiment, Martin tue une dernière personne qui se trouvait malheureusement à côté de la sortie, puis il s'en va enfin au grand soulagement de tous les rescapés pour qui chaque seconde a été un véritable cauchemar. En moins de 2 minutes, le tireur a provoqué un bain de sang dans le café et la boutique de souvenirs attenante, laissant 20 morts et 12 blessés. Après en être sorti, il se dirige immédiatement vers le parking réservé aux bus situé juste devant. There's somebody going crazy shooting people here. There he is. He's over there. I can't believe it. Sur le parking, Martin tire sur des chauffeurs de bus, des passagers sortis se dégourdir les jambes, mais aussi sur des groupes de touristes en balade autour, faisant plusieurs victimes. Il ne s'arrête que pour changer d'arme, il se saisit de son second fusil et reprend son périple macabre. Encore une fois, il s'attarde sur les personnes qui essayent de fuir ou de se cacher, et il suit parfois les blessés jusque dans les cars, comme le prouve ce qu'a vécu Neville Quinn. Cet homme, qui s'est retrouvé séparé de Janet, son épouse, laissée paralysée par une balle, tente de revenir la chercher, ignorant que le tueur l'a finalement achevé entre-temps. En le voyant, Martin le prend en chasse, parvient à le coincer au fond d'un bus, puis il pointe son arme sur son visage en disant « Personne ne m'échappe ». Lorsque Neville réalise que le tireur va ouvrir le feu, il se baisse et le projectile manque sa tête, mais il le touche au cou, ce qui le paralyse momentanément. Une chance, si on peut appeler ça comme ça, parce que c'est ce qui persuade probablement Martin qu'il est mort et le pousse à s'en aller. Neville survit, mais ce jour-là, il perd à la fois sa femme et sa mère qui étaient elles aussi en balade avec eux. Martin, de son côté, remonte dans sa voiture et emprunte la route qui permet de quitter le site historique. Il est environ 13h35 et à ce moment-là, il a déjà fait 26 victimes, incluant le couple propriétaire du Seascape Cottage qu'il avait abattu plus tôt dans la journée. Après avoir roulé quelques 600 mètres, le tueur s'arrête au niveau de 3 personnes qui marchent d'un pas très pressé au bord de la route et il ouvre sa portière. Il s'agit de Nanette Mikak, une femme de 36 ans qui a fui les lieux de la fusillade à pied avec ses 2 filles, Alana 6 ans et Madeleine 3 ans. En apercevant la Volvo jaune, la mère de famille s'approche avec ses enfants pensant que Martin s'apprête à lui proposer de monter dans son véhicule pour l'aider et pour la conduire en sécurité. Malheureusement, ce n'est pas du tout ce qu'il se produit parce que l'homme qui est au volant n'est autre que le tueur auquel elle tentait justement d'échapper. Avec toute la froideur qu'il caractérise, Martin demande à Nanette de se mettre à genoux puis il lui tire une balle dans la tempe avant d'abattre également Madeleine qui était dans les bras de sa mère. Alana, la plus âgée des 2 fillettes, tente alors désespérément de fuir, mais Martin la rattrape rapidement et la tue. Son corps sera retrouvé non loin derrière un arbre. Comme si de rien n'était, il regagne ensuite tranquillement sa voiture pour atteindre le péage situé à la sortie du site historique de Port-Arthur. Une fois là-bas, Martin bloque la route d'une BMW série 7 dorée de 1980, dans laquelle se trouvent 2 hommes et 2 femmes. Une dispute éclate alors entre les occupants du véhicule et le tireur. Aucun des 4 individus ne survit à cette altercation, les passagers assis à l'arrière ayant été tués sans même avoir eu le temps de sortir de l'habitacle.
Après en avoir extrait les corps, Martin charge toutes ses armes et munitions dans la BMW, se met au volant, tire sur une autre voiture en approche sans faire de blessés, puis il s'en va. Moins d'1 kilomètre plus loin, il arrive à la station-service située devant le Port Arthur General Store. Au même instant, une Toyota Corolla blanche est en train d'en partir pour se diriger vers l'entrée de l'autoroute, mais c'était sans compter sur Martin. L'homme coupe la route de la voiture, sort de la BMW de ses précédentes victimes avec son fusil en main et ouvre la portière tentant de tirer Zoe Hall, la passagère, hors du véhicule. Sans réfléchir au danger qu'il encourt, Glenn Pierce, son petit ami et le conducteur de la Toyota, en sort immédiatement pour l'aider, mais face à un tireur lourdement armé, il ne peut bien évidemment pas faire grand-chose et se retrouve mis en joue, obligé de reculer lentement vers le coffre de la BMW, dans lequel Martin lui demande d'entrer. Une fois l'homme enfermé dans le coffre, le tueur retourne au niveau du siège passager de la Toyota et aperçoit Zoé qui tente de se glisser du côté conducteur, probablement pour essayer de s'enfuir. Alors, sans hésiter, Martin l'abat de 3 balles, obligeant Glenn à assister indirectement à la mort de sa moitié, qui n'était âgée que de 28 ans. Avec plus de 30 victimes à déplorer, les multiples fusillades de Port Arthur se sont transformées en un véritable massacre. Pour autant, ça n'empêche pas Martin de garder sa nonchalance et de reprendre la route dans la BMW en direction du Seascape Cottage, dont il a toujours les clés. Le meurtrier, pris d'une folie sanguinaire, tire sur tout ce qui bouge. Une fois arrivé aux alentours de la maison d'hôte, il ouvre le feu sur 3 autres véhicules qui passent. Heureusement, il ne parvient à tuer personne et certains des blessés préviennent la police en se rendant dans un établissement voisin. Les autorités connaissent à présent la localisation de Martin, ce qui resserre l'étau autour de lui. Le problème, c'est que, rappelez-vous, il a un otage, Glenn. Ce qui complique quelque peu le travail des forces de l'ordre qui espèrent encore pouvoir sauver l'homme. Une fois la police arrivée sur les lieux, le bâtiment est encerclé et des négociations s'engagent avec le tireur qui a menotté Glenn à une rampe d'escalier à l'intérieur du Seascape Cottage avant de mettre le feu à la BMW. Les pourparlers durent 18 longues heures, mais sans surprise, ils n'aboutissent à rien, Martin refusant de collaborer parce qu'il a probablement déjà perdu l'esprit depuis un moment. Le 29 avril 1996, dans la matinée, l'homme est capturé après avoir été obligé de fuir la maison d'hôte parce qu'il a lui-même déclenché un incendie. C'est en entrant dans le bâtiment en flammes que les forces de l'ordre découvrent qu'il n'y a malheureusement plus rien à faire pour Glenn, qui a été abattu à l'âge de 35 ans. Les corps de David et Noéline Martin, dont tout le monde ignorait encore les récents décès, sont également retrouvés à ce moment-là. Avec un total de 35 morts âgés de 3 à 72 ans et 23 blessés, le massacre de Port Arthur demeure la tuerie de masse la plus meurtrière perpétrée en Australie par un seul individu. Mais si les actes de Martin sont déjà des plus atroces, vous allez voir que son attitude, par la suite, n'a pas grand-chose à leur envier. Durant plusieurs mois, les officiers de police qui l'interrogent tentent de soutirer des aveux à Martin par tous les moyens, y compris en lui montrant les photos de ses 35 victimes. Pendant un temps, ils espèrent parvenir à éveiller chez lui une once de compassion, mais vu que ce n'est pas sa qualité première, pour ne pas dire qu'il n'en possède aucune, à chaque fois, il nie en bloc être l'auteur du massacre. Néanmoins, il n'est pas très malin, si bien qu'il finit par se trahir tout seul. Étant particulièrement fier de ses actes, l'homme va se permettre de faire plusieurs blagues, pour le moins douteuses, pensant que la caméra est éteinte à ce moment-là. You're not the person who kidnapped. Kidnapped. When you, how did this guy get in the boot? I put him in the boot because I had the gun. Which gun did you have? I had the Mr. Warren, hold it up. AR-15. See, if people didn't do these unfortunate things, you guys wouldn't have a job. Well, there's a lot of truth in that, man, let me tell you. That one there? Yes, Yeah. that was the one. This is the one. It's a sweet little gun. Very funny statement, Bill, to be quite honest. But you can put that on recording. I've still recorded this present stage, so that is on recording. Martin ne s'en cache pas, il aime être le centre de l'attention et ce qu'il veut, c'est que tout le monde voit en lui le grand méchant. C'est en remarquant cet aspect de sa personnalité que les policiers ont une idée qui n'est pas dépourvue de logique. Lors d'un examen, un psychologue judiciaire a pu constater que Martin est à la limite de l'incapacité mentale étant donné qu'il possède un QI de 66, équivalent à celui d'un enfant de 11 ans.
Les officiers lui révèlent donc cette information en lui disant que s'il s'entête à refuser d'admettre son implication dans le massacre, il sera perçu comme le simplet de l'histoire et certainement pas comme le démon qui a tué 35 personnes. Eh ben, croyez-le ou non, ça a marché. C'est comme ça qu'ils ont réussi à convaincre Martin de faire des aveux complets. Le 22 novembre 1996, le meurtrier de masse plaide coupable de toutes les charges qui pèsent contre lui. Il se voit condamné à 35 peines d'emprisonnement à vie, plus 1652 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. On sait jamais, des fois que 35 peines de prison à vie, ça n'aurait pas suffi. En 2025, Martin a 57 ans et depuis son incarcération, il est en isolement la plupart du temps parce qu'il est extrêmement impopulaire auprès des autres détenus. On se demande bien pourquoi. Il a déjà essayé de sauter la vie 2 fois et fait l'objet d'une surveillance stricte pour prévenir toute nouvelle tentative. Pour commettre son massacre, Martin s'est apparemment fortement inspiré de celui de Dunblane que j'ai déjà abordé dans l'iceberg sur les tueurs de masse que j'ai sorti il y a peu de temps. S'il a pu acheter des armes à feu, c'est parce que les lois étaient très peu strictes en Tasmanie à l'époque. En effet, aucune vérification des antécédents médicaux n'était effectuée et il ne fallait même pas de licence pour posséder certains types d'armes. Des lacunes qui ont permis à un individu notoirement dérangé, qui avait un retard intellectuel, d'acquérir des armes avec lesquelles il a commis la fusillade la plus meurtrière de l'histoire moderne du pays. Ça, et les énormes sommes d'argent qu'on lui a léguées aussi, qui sait s'il aurait réussi à faire tout ça s'il n'en avait pas hérité d'ailleurs. On se demande toujours s'il n'a pas tué Hélène et son père. Après cette tragédie, le gouvernement australien a introduit des changements radicaux à travers un accord national appelé le National Firearms Agreement, qui inclut l'interdiction pour les civils de posséder des armes semi-automatiques et automatiques. Un programme de rachat d'armes à feu a ensuite été mis en place pour retirer les armes illégales ou nouvellement interdites de la circulation. C'est environ 650 000 armes à feu qui ont été récupérées et détruites, soit environ 20% des armes détenues par des civils en Australie à ce moment-là. Une réforme assez efficace, si on en croit la baisse de la criminalité qui s'en est suivie. Depuis son introduction en 1996, aucune fusillade de masse, définie comme un incident ayant causé 5 morts ou plus sans inclure l'auteur, n'a été enregistrée en Australie dans un contexte civil. Les homicides par arme à feu ont, quant à eux, diminué d'environ 59% entre 1997 et 2013. Peut-être que si les États-Unis avaient suivi cet exemple, la fusillade de Las Vegas, que j'ai traitée dans cette vidéo, n'aurait jamais eu lieu. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de HVI et comme d'habitude n'oubliez pas, l'homme est un loup pour l'homme et il vaut bien souvent mieux se méfier de ses congénères plutôt que de monstres ou créatures imaginaires. Salut!